La Lozère perd des habitants. En 5 ans, selon l'INSEE, la Lozère a perdu 803 habitants, soit une baisse de 0,2%. La Lozère compte aujourd'hui 76 360 habitants, un essoufflement démographique après l'embellie, vous vous en souvenez, des années 1990 et 2000. En 1992, le département comptait 72 390 habitants. La population n'a cessé de croître jusqu'à la fin des années 2000, avec en 2009 77 163 habitants et en 2011 77 156 habitants. Pourquoi la Lozère a perdu 803 habitants en 5 ans? Pourquoi la préfecture de Mende a perdu 6% de sa population? Quelles sont les causes de cette situation? Peut-on inverser la vapeur et attirer de nouveaux arrivants? Quelle politique mettre en œuvre pour attirer les populations? Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons 4 invités autour de cette table. Tout d'abord, Florence Vignal. Florence, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Lozère. Vous êtes également présidente du syndicat des bouchers charcutiers de la Lozère. À vos côtés, le préfet de la Lozère, Hervé Malherbe. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également Thierry Julier, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie et administrateur de Pôle emploi. Thierry, bonjour. Bonjour. Et puis Julien Tuffery pour la Chambre d'agriculture. Vous représentez Christine Valentin, qui est la présidente de la Chambre d'agriculture et qui n'a pu venir aujourd'hui. Tout à fait. Pour animer ce débat à mes côtés, Michel Molling et Patrick Biancone, tous deux journalistes à Lozère Nouvelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Monsieur le préfet, je me tourne vers vous pour débuter ce débat. Vous êtes à la tête du département le moins peuplé de France. Que vous inspirent les chiffres que je viens d'annoncer et qu'on a largement publiés dans Lozère Nouvelle? Ouais, si vous voulez, je crois qu'il faut être très, très lucide et très concret. La baisse de la démographie en Lozère est préoccupante. Vous avez rappelé les chiffres, ils se sont même un petit peu aggravés entre 2014 et 2013. En ce qui concerne la baisse, elle a été de moins 0,3%. Donc il ne faut pas se cacher, c'est pas bon. À partir de là, il faut trouver les moyens d'y remédier, et ils sont nombreux, et je pourrais les expliciter tout au long de ce débat. C'est pas bon parce que le taux de fécondité a baissé. A baissé sérieusement ces deux ou trois dernières années, parce que le solde migratoire, vous parliez des progrès qui avaient été faits dans les années que vous avez citées, était largement dû au solde migratoire, et cela est un peu également en perte de vitesse. Donc il faut se retrousser les manches, travailler, compter. Donc, puisque ici nous avons les présidents ou représentants des 3 chambres consulaires, chacun a sa part de travail à faire pour ce qui concerne les services de l'État. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Moi je le suis jamais. Il y a plein d'actions à mener et nous avons déjà largement commencé. Ça suppose qu'il y ait un travail important qui soit fait et l'État y contribue largement sur les investissements qui sont programmés. Je pourrais développer, mais quand nous injectons 10 millions d'euros de DETR, c'est 211 dossiers d'investissement que les communes ou communautés de communes mettent en œuvre. Ça représente 25 millions de travaux, ça dope le secteur de la construction. Donc c'est quelque chose qui peut jouer également. Ce sur quoi il faut également se pencher, c'est sur le maintien, bien évidemment, des services publics, parce qu'il faut que la Lozère soit attractive. Elle ne peut pas se contenter de la beauté de ses paysages. Il faut qu'elle soit attractive économiquement. Pour les entreprises, pour les gens qui souhaiteraient s'y installer avec des conditions décentes d'installation. Donc tout cela doit être mis en œuvre, et à partir de là, je pense que ce déclin, entre guillemets, démographique peut être largement inversé. Pour ce qui me concerne, je m'y emploie d'une certaine manière chaque jour avec les services qui sont sous mon autorité.
On y reviendra. Patrick, première question, on va faire un tour de table avec les présidents des différentes chambres. Oui, donc tu l'as dit en introduction, on va essayer de voir les causes de ce déclin démographique incontestable. Alors on peut rajouter un chiffre, entre 2013 et 2014, c'est 247 habitants de moins dans le département, puisqu'on est passé de 76 607 à 76 360. Alors après, on pourra peut-être rentrer dans le détail. On va voir que les grandes villes souffrent, Mende bien sûr principalement, puisque dans ces 247, rien que Mende a perdu 137 habitants entre 2013 et 2014, mais pas seulement. On se rendra compte que, par exemple, Langogne est à moins 41, Marvejols à moins 25, Florac à moins 21, Saint-Alban à moins 52. Donc on voit vraiment que c'est les centres-bourgs qui souffrent le plus. Alors parmi les causes, moi il y en a une qui me revient assez régulièrement, et donc je me tourne vers Thierry Julier, le président de la CCI. On ne peut pas dire qu'il n'a pas alerté tous ceux qui sont présents aux assemblées générales, puisque à longueur de, c'est tous les 6 mois, mais à longueur d'AG, il ne cesse de citer des chiffres qui, c'est vrai, maintenant prennent tout leur sens, en particulier dans les feuilles de paye. Alors c'est les feuilles de paye, alors une année nous annonce 350 feuilles de paye détruites, l'année d'après c'est 300, donc on arrive assez vite à 700, 800, 1000, donc 1000 feuilles de paye détruites, c'est 1000 emplois en moins, et donc on sait que en principe quand on est chômeur dans notre département, c'est très rare qu'on y reste, on part dans un autre département parce qu'on estime qu'on va avoir plus de chances de récupérer un emploi. Alors Thierry, où on en est au niveau des chiffres, les derniers, est-ce que tu peux nous les citer, et est-ce que tu peux développer ce constat que tu fais régulièrement? Alors, ce que je veux déjà dire aux auditeurs, c'est que la Chambre de commerce est un véritable outil qui agrège un certain nombre de données, et nous sommes les seuls à le faire. Nous avons des conventions avec l'URSSAF, avec Pôle emploi, avec l'INSEE, qui nous permettent d'agréger un certain nombre de données qui, individuellement prises, n'ont pas trop de sens, mais on y donne un sens territorial lorsqu'on regarde comment ces différents chiffres, en les comparant, en les benchmarkant, comme on dit, on arrive à les triturer. L'observation, effectivement, Patrick, vous le dites depuis, et je n'aime pas parler comme ça, parce que j'ai l'obligation d'être positif, j'ai l'obligation d'être, avec de la dynamique. Je l'ai dit lors des vœux avec Florence et Christine, mais il faut quand même de temps en temps aussi poser les choses, dire la vérité, quand parfois certains élus ne nous les donnent pas, ou parfois nous mentent. Donc ce que je veux dire, c'est que effectivement, en 2014, nous avons détruit dans l'emploi marchand 350 feuilles de paye. Et pourquoi je parle des feuilles de paye? Parce que ça a beaucoup plus de sens pour moi que le chômage. Le chômage ne m'intéresse pas en lui-même, dans la mesure où si c'est une donnée de 3 mois, de 4 mois, je dirais à la limite un gros volume n'est pas important. Là où c'est embêtant, c'est lorsque on a des agrégats qui sont lourds, pesants et qui durent plus d'1 an. 350 emplois détruits dans l'économie marchande. Je rappelle qu'en Lozère, nous avons à peu près nous avions 31 800 feuilles de paye. Mais l'emploi marchand ne représentait que 16 500. Donc tout le reste, c'est le non marchand, c'est-à-dire la fonction publique, et puis tout ce qui vit, même les associations qui vivent de la redistribution de l'impôt. Et là, il y a des limites à ça, et on va le voir dans la prospective, parce que ce qui va devant nous, avec cette répartition entre l'emploi marchand et le non marchand à hauteur de la moitié, nous rend atypique en France. Autrement dit, nous sommes véritablement exposés, parce qu'on ne voit pas arriver le tsunami qui est devant nous, avec cet emploi non marchand et avec la raréfaction des moyens financiers qui va nous peser. Donc 350 sur 2014, on en a détruit, c'était la pire des années, 500 sur l'année 2015. L'année 2016 marque un amoindrissement, puisqu'on estime, on n'a pas toutes les données, on estime à 220 le nombre de feuilles de paye détruites. Ce qui veut dire que ça nous situe aujourd'hui à peu près autour de 15 500, même pas, on va dire, on n'y sera pas tout à fait, emploi marchand. On est dans une situation qui est vraiment précarisée. Alors, vous pouvez nous dire, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Ben on se bat. Mais on se bat avec nos moyens. Et je voudrais m'attacher surtout à envisager des solutions. Parce que les causes, il faut les connaître, on les connaît, mais maintenant il faut y lutter. Les causes, elles sont à l'État, elles sont au département, elles sont
à la commune et elles sont chez les chefs d'entreprise. Il ne s'agit pas de culpabiliser les uns et les autres, mais en travaillant ensemble et en reconnaissant que chacun a fait des erreurs ou qu'il y a des problématiques bien particulières, je pense qu'on peut retrouver une dynamique. Ça va être compliqué. Si vous permettez. Monsieur le préfet. Je ne suis pas toujours d'accord, on le sait, avec le président Julier, et ce matin encore. Je ne crois pas qu'il faille être Cassandre comme vous l'êtes tout le temps, monsieur le président. Après, vous développerez ce que vous faites, je le connais. Parce que votre histoire de fiche de paye, je veux bien. Moi, ce que je constate, c'est que la Lozère a le taux de chômage. Alors, je sais bien que vous dites que c'est pas signifiant. Excusez-moi de dire le contraire. Le taux de chômage le plus bas de France, à 6,3%. Que tout le monde s'accorde à dire que la reprise est là. Ça a encore été dit par le président du tribunal de commerce lors de son audience de rentrée. D'ailleurs, consultez les journaux qui se réfèrent à cela. C'est la même chose pour la directrice de la Banque de France qui est intervenue également sur ce sujet, donc je crois qu'il faut être un peu plus optimiste. Vous avez raison de dire que nous devons tous travailler, je l'ai dit dans mon introduction. Simplement, moi je considère que les éléments sont là au niveau de l'emploi. En plus, il y a une baisse importante, même encore sur les chiffres de l'emploi en Lozère pour les jeunes de 18 à 25 ans. Le taux de chômage les concernant aura nettement baissé de plus de 4 à 5%, parce que c'est eux qu'il faut retenir dans ce département, ce sont les jeunes. Parce que pour tout un tas de raisons, ils peuvent avoir tendance à le quitter, ne serait-ce que pour faire des études par exemple, alors qu'il y a un vieillissement de la population. Enfin bref, sur ce point, je ne suis pas toujours en accord avec vous, monsieur Julier, parce que vous avez toujours trop tendance à nier la reprise économique qui est là, et sur ce point, je voulais faire ces précisions. Merci monsieur le préfet. Michel Molling. Oui, monsieur le préfet, je reviens vers vous. Peut-on aussi considérer que cette baisse de la population a été causée en partie par la baisse également du nombre de fonctionnaires ? Alors M. Bertrand parle souvent de la RGPP, la réforme de Sarkozy, qui a fait perdre 300 à 500 postes. Oui, je crois qu'il y a deux facteurs. Tout le monde sait qu'il y a eu, du fait de cette RGPP, des suppressions de postes de fonctionnaires en Lozère, et notamment évidemment dans la ville-centre, c'est-à-dire la ville-préfecture. Ils ont été chiffrés, je n'y reviens pas. Simplement, je crois que sur les villes-centres, les villes-préfectures, comme Mende, il y a ce facteur-là qui a été un facteur conjoncturel, j'y reviendrai, en effet notable, et puis qu'on essaie quand même désormais de contenir. Et puis, il y a tous les phénomènes des villes-centres, préfectures, c'est-à-dire qu'à un moment, pour des raisons qui sont bien connues également, certains habitants quittent la ville-centre pour aller dans les villes ou les villages ou les bourgs alentours. Vous regarderez, ça peut augmenter, par exemple dans les communes, sauf une qui constitue la communauté de communes de cœur de Lozère. Bon, je crois qu'il y a ces deux phénomènes. Sur la RGPP, on sait ce que c'était, on sait qu'il fallait ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, donc évidemment il y en a une baisse. Celle-ci a d'ailleurs été, il s'agit d'être tout à fait franc, poursuivi en partie par l'actuel gouvernement, ça s'appelait la MAP, mais ça a été fait de manière plus ciblée, c'est-à-dire que par exemple, pour ce qui est de la réforme des préfectures, le ministre de l'Intérieur de l'époque, devenu Premier ministre, vient d'annoncer qu'il n'y aura jamais plus de préfectures qui auraient moins de 95 agents, ce qui va me permettre, moi, de recruter un certain nombre d'agents pour arriver à cette limite qui est en effet la limite nécessaire pour bien travailler. S'il y a encore des baisses au niveau des agents de l'État, celles-ci soient organisées autrement par une modification dans les missions. Cela dit, il faut bien voir que depuis plusieurs mois, je suis en poste depuis avril 2005. Et je peux témoigner, écrire, prouver, montrer
que je me bats tous les jours pour qu'il n'y ait plus et notamment parce que c'est comme ça qu'on va corriger ce problème démographique, de suppression de postes trop marqués. Il était question par exemple si ça concerne les trésoreries, si ça concerne les brigades de gendarmerie. Tout ça, pour l'instant, a été largement stoppé depuis que je suis en poste, et parce qu'on y reviendra, mais ce qui va permettre de redévelopper à nouveau la démographie, c'est le maintien, je l'ai dit en introduction, des services publics de proximité, et là-dessus, on ne peut plus avoir de difficultés, parce que si on a des difficultés, là, ça s'aggravera. Donc il faut qu'on rende ce territoire attractif, il faut qu'on le rende attractif par, en effet, l'action des entreprises, par l'action des services de l'État, par l'action du conseil départemental. J'ai signé avec la présidente du conseil départemental le schéma d'accessibilité aux services publics pour la Lozère qui va être un levier justement pour obvier à tout cela. J'ai signé des conventions, des contrats sur le développement social, parce que parfois le fait qu'il y ait une baisse de la démographie peut mettre en péril de créer de la précarité. Donc il faut avoir aussi une action non seulement sur le plan économique mais sur le plan social, sur le logement, sur l'école. Et puis finalement il faut quand même se dire que la Lozère, c'est un beau département. Donc, je l'ai dit, le plus bas taux de chômage en France, le plus bas taux de délinquance en France. C'est quand même important pour les gens de savoir ça. Et puis, des situations scolaires qui sont quand même remarquables, puisque vous n'avez jamais plus de 15 à 16 élèves par classe, ce que je n'ai jamais vu d'ailleurs dans toute ma carrière, si bien que les résultats, par exemple, au baccalauréat sont tout à fait excellents. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut s'ancrer pour repartir du bon pied. D'ailleurs, j'observe que les chiffres que vous avez cités, c'est 2014. On est en 2017. Donc moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Alors vous allez dire que je plaide pour ma paroisse puisque je suis là depuis avril 2015, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe actuellement. Voilà. Patrick. Alors Julien Tuffery à la carte que nous avons publiée donc avec les chiffres du recensement 2014. Alors on publie les chiffres de 2014 parce que l'INSEE au 1er janvier 2007 a publié les chiffres, mais a publié les chiffres pour l'année 2014. Donc les chiffres 2015 et 2016 ne sont pas encore dévoilés par l'INSEE. Donc sur cette carte, on se rend compte, on a fait bien sûr des couleurs, donc en rouge les communes qui ont perdu de la population entre 2013 et 2014, et en bleu celles qui en ont gagné. Alors on se rend compte, et donc c'est là que je me tourne vers Julien Tuffery. En plus c'est votre territoire, puisque vous êtes implanté donc il y a une bande rouge donc qui balaye d'ouest en est le nord de notre département, et donc c'est là, c'est les territoires agricoles, là où il y a les exploitations, les agriculteurs, et donc on le sait, là aussi les chiffres, on les connaît maintenant, on est à peu près à 2000, un peu plus de 2000 exploitations. À une époque on était facilement à 5000, 6000, donc on a eu une perte de 4000, au moins de 4000 exploitations agricoles dans ce département, malgré qu'on soit le département où il y a le plus de jeunes qui s'installent chaque année. Donc ce territoire qui barre de l'Aubrac à la Margeride, il souffre en même temps aussi que l'agriculture. Et donc on peut citer un autre chiffre aussi, puisque Thierry Juillet vient de me le faire passer. Donc on voit que la TVA collectée de 2016 par rapport à 2015, on est à moins 7,73%. Et donc si on enlève l'agriculture, on est à moins 3,88%. Donc on se rend compte que l'agriculture aussi est en pleine souffrance. Quel est un peu le constat que vous faites, vous, en tant que membre de la Chambre d'agriculture et président des JA? Alors effectivement, l'agriculture souffre parce qu'on est dans une crise qui dure depuis déjà pas mal de temps, liée notamment et en grande partie d'ailleurs, ça peu de nos Lozériens le savent, au commerce extérieur, à la diplomatie française. Aujourd'hui on s'est fermé les marchés, notamment la Russie, notamment les pays du Maghreb où on ne fait pas ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et quand on sait qu'il y a plus de vaches en Lozère que d'habitants, il faut bien comprendre qu'il nous faut exporter, c'est très important. Au-delà de ça, c'est vrai que la Lozère a perdu des paysans, ça c'est indéniable, mais elle en a beaucoup moins perdu qu'ailleurs. Il faut quand même être un petit peu de elle en a moins perdu qu'ailleurs. On est le département de la région Occitanie qui résiste le mieux et de loin. On est le département français qui résiste le mieux et de loin.
on a augmenté, on a diminué certes le nombre de fermes, mais on n'a pas forcément diminué le nombre d'actifs dans l'agriculture, puisqu'on a multiplié par 2 en 10 ans le nombre de salariés de l'agriculture. Donc l'agriculture aujourd'hui est en pleine mutation. Effectivement, l'agriculture représente 14% brut de la population lozérienne, donc c'est pas rien. C'est un département dans lequel l'agriculture compte beaucoup. Moi je dis qu'elle représente plus de 50% de l'économie, parce que sans l'agriculture en Lozère, il n'y a pas les paysages, et sans les paysages, il n'y a pas grand-chose. Donc effectivement, c'est très important pour la Lozère. Maintenant, pour augmenter la population, que faut-il faire ? Moi, je rejoins mon collègue Thierry Julier, qu'aujourd'hui, on est là pour voir les pistes. Faire le constat de hier, c'est bien, mais voir les pistes pour demain, c'est aussi bien. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des écoles d'agriculture, nos écoles d'agriculture lozériennes qui sont réputées, qui sont remplies de jeunes qui veulent faire paysans. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est comment fait-on pour passer de jeunes qui sont dans les écoles d'agriculture, qui ont la passion du métier, à avoir des exploitants agricoles, à avoir des salariés de l'agriculture. Mais pour faire ça, il faut déjà une politique d'installation beaucoup plus incitative. Aujourd'hui, on a été complètement dans les réformes, différentes réformes de l'État. Et bien, la politique de l'installation a bien évidemment été réformée. On est passé d'un système national à un système régional, et on est passé d'une région Languedoc-Roussillon à une région Occitanie, et à chaque fois, on a perdu un petit peu d'enveloppe. La réalité des réformes territoriales, quelle est-elle ? Alors on voit, on fait des fusions, on fait des agglomérations, effectivement, mais à chaque fois, le porte-monnaie de l'ensemble diminue. Donc à chaque fois, les moyens diminuent. Et la réalité, elle est là. Et donc effectivement, pour installer un jeune aujourd'hui en Lozère, on aide beaucoup moins un jeune à s'installer aujourd'hui en Lozère que ce qu'on l'aidait il y a 3 ans. On l'aidera beaucoup moins que ce qu'on l'aide aujourd'hui. La réalité, elle est là. Donc si on veut avoir des gens qui s'installent dans des métiers où le capital investi est très important, et je vous rappelle que pour s'installer en moyenne dans une exploitation bovin-viande, qui représente la majorité des exploitations de la Lozère, il faut un capital investi de 250 000 €. Donc c'est très lourd. La rentabilité du capital est très très faible. Donc il faut absolument qu'on ait une politique qui incite les jeunes à s'installer, et puis il faut qu'on ait une politique à l'embauche beaucoup plus positive. Il faut que nos paysans, nos agriculteurs, qui sont de plus en plus des chefs d'entreprise, qui sont de plus en plus ont du travail, mais n'ont pas forcément les moyens. Et donc il faut qu'on trouve des solutions beaucoup plus fortes sur les charges. Ça, c'est des politiques nationales, pour diminuer les charges sociales, pour que les gens puissent en faire embaucher du personnel, parce qu'il y a du travail, il y a de la possibilité de développer de façon très importante l'emploi en agriculture. Florence Vignal, donc vous habitez Grand-Rieu. Oui. Et Grand-Rieu a perdu 1,6% de sa population. Bon, vous êtes la présidente de la chambre de métier, mais vous tenez également la boucherie-charcuterie de Grand-Rieu. Vous le ressentez, cette diminution de la population fixe ? Oui, très clairement. On s'est installé, nous, en 1998. À l'époque, il y avait 2 boucheries dans le village. Les 2 vivaient convenablement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une boucherie maintient son niveau d'emploi, mais en exportant son travail, en devant partir sur d'autres départements, et en ayant recours à la clientèle touristique qui est très très importante sur ce secteur géographique. Et il est vrai que nombreux commerces, donc typiquement commerçants ou commerçants artisans, ne pourraient vivre dans ce département si la clientèle touristique était moins nombreuse. Donc oui, effectivement, cette baisse de la démographie, on la ressent au quotidien. On ressent aussi un vieillissement de la population, donc une consommation qui diminue, des gens qui s'expatrient pour travailler. On a quand même aussi un problème d'adéquation entre la formation et le besoin de main-d'œuvre sur le département. Donc tous ces éléments font que globalement, même si nous, le nombre d'entreprises est pour ainsi dire stabilisé, même en légère hausse depuis quelques années dans le secteur de l'artisanat, la situation quand même reste préoccupante en termes de renouvellement aussi des entreprises, puisqu'on a 14% des artisans qui ont plus de 60 ans. Donc pour faire venir des gens pour s'installer, effectivement, là je rejoins monsieur le préfet, j'espère que tous les efforts qui ont été mis en place aboutiront à inciter de nouvelles populations à venir s'installer sur notre territoire. Mais là où on doit inciter les gens, et donc l'entreprise, les gens ne viendront pas s'il n'y a plus de services, les gens ne viendront pas s'il n'y a plus de commerce. Donc il y a aussi un autre point qui est très important, c'est le numérique qui maintenant concourt au développement des entreprises.
et donc qui permet l'embauche aussi, et qui permet aux entreprises de pouvoir capter des marchés à l'extérieur, et donc de maintenir un niveau d'emploi, voire de l'augmenter. Et malheureusement, encore dans le département, c'est très très compliqué de s'adapter à ce type de marché, et du coup on est nettement moins séduisant en termes d'attractivité, typiquement entreprise. Michel ? Je vais m'adresser à Thierry Julier, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Nos élus parlent beaucoup de ruralité, voire d'hyper-ruralité. Est-ce que cette notion-là, la défense de cette notion-là est compatible avec une éventuelle augmentation de la population ? On en arrive aux solutions pour sortir de ce marasme. La première, c'est, je pense qu'il faut supprimer le dispositif ZRR et le remplacer par un dispositif de zone franche rurale. En 2012, nous étions battus, Chambre de commerce, pour gagner le dispositif des AFR. Alors quelle est la différence entre ces deux dispositifs ? C'est un petit peu technique, mais il s'agit de l'attractivité d'entreprises nouvelles sur le territoire. Aujourd'hui, le dispositif ZRR, il coûte cher à l'État. Il est réparti sur 52% du territoire national. Je pense qu'en termes d'efficacité, pour revitaliser le rural, c'est trop diffus. Et aujourd'hui, on évalue les politiques publiques au niveau de l'État. Il faut concentrer ces dispositifs sur des territoires bien plus restreints. Donc moi, j'abonde depuis le départ à ce qu'a défendu Alain Bertrand, à savoir cette notion d'hyper-ruralité. Il n'a pas réussi à la faire reconnaître juridiquement. Et ça me gêne dans mes financements. On a travaillé avec monsieur le préfet également. Mais pour autant, un dispositif sur une quinzaine de départements qui sont de la grande ruralité, si le mot hyper-ruralité ne plaît pas à Paris, on en trouvera un autre, mais elle me paraît nécessaire. Donc une zone franche urbaine avec des dispositifs dérogatoires me semble être importante. Et on peut regagner de l'attractivité économique. Nous étions tous les deux à Saint-Énémy. On a rencontré une présidente européenne aussi bien payée qu'intelligente et qui a la responsabilité de la direction générale habitat naturel, oiseaux, etc. J'ai été impressionné de son discours. Nous avons aujourd'hui, et je cherche moi les solutions du développement, j'en propose, 38% du territoire départemental qui est en zone de protection. Chez nous, c'est un obstacle au développement économique. Quand l'Europe demande à ce que la France ait 3%, la Lozère contribue à hauteur de 38%. Compensez-moi, monsieur l'État. Parce qu'il est impossible de développer de l'activité économique. Si vous voulez monter un hôtel dans les gorges du Tarn, dites-moi où, mais faites-moi des propositions. Moi, j'y arrive pas. On essaye de sauver nos campings, on y arrive mais il faut se bagarrer. On a des plans de... Non mais c'est pas ça le problème. On a des plans de prévention divers, etc. Nous avons 38% du territoire, donc il faut protéger, il faut ouvrir un petit peu ça. Et j'estime que nous pouvons trouver aussi des moyens de développement si nous arrivons à convaincre nos collectivités locales à maintenir un niveau d'investissement public qu'il n'arrive pas à maintenir aujourd'hui. Il a chuté cet investissement public. La construction, en 2016, a perdu 13,67. Mais elle se comporte bien. On peut être content de la dynamique de nos entrepreneurs parce qu'ils ont été chercher des marchés plus loin. On le voit à travers les flux de population. Ils ont été également chercher des marchés privés. Et nous avons une chance ici en Lozère, c'est qu'on a un niveau d'investissement des particuliers qui est fort. Ça, c'est génial. Parce qu'on a la possibilité, pourvu que ce marché tienne, d'envisager du développement. Mais il faut que l'investissement, notamment des EPCI, alors elles se sont reconfigurées, c'est très bien, sous l'égide de monsieur le préfet, elles ont il y a eu peut-être un attentisme d'un an. Souhaitons que maintenant la dynamique de l'investissement public soit de nouveau là, parce que notre activité dépend à hauteur d'à peu près 50% du PIB sur justement le marché public. Bon, Monsieur le préfet. Je voudrais intervenir sur la ruralité. On est en train de mettre en place, on l'a déjà fait d'ailleurs récemment, tous les outils nécessaires à son développement. C'est-à-dire que ce que vous dites sur ce qu'avait indiqué le sénateur Bertrand, bien évidemment, est tout à fait vrai. Et en plus, non seulement c'est vrai, mais le gouvernement en a tiré des conséquences importantes que je vais développer pour justement la mettre en place et faire en sorte que les départements ruraux comme la Lozère bénéficient
d'aides particulières ou de contrats particuliers. J'ai parlé de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Elle n'a jamais été aussi forte, 10 millions d'euros. Elle sera encore plus forte l'année prochaine. Là-dessus, le gouvernement a rajouté le FISL, qui a donc permis d'obtenir plus de 2 millions d'euros supplémentaires l'année dernière. Et donc sur des gros dossiers de communes ou de communautés de communes, le président Julier a raison là, de rappeler le développement de l'intercommunalité, c'est essentiel. Et enfin, il y a les contrats de ruralité. C'est la première fois que ça existe en France. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire pour les départements ruraux ce qui a été fait pour la politique de la ville dans les départements urbains, avec donc un apport d'argent de l'État notamment, mais d'autres, évidemment, j'y reviendrai. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, ça n'a pas existé. Il n'y a jamais eu de contrat de ruralité. Donc, voilà. Donc nous sommes en train de mettre en place ces contrats de ruralité pour la Lozère, et d'ailleurs, il faut d'ailleurs préciser que ça concerne tout le monde, tous ceux qui sont ici sont concernés. Parce que, au-delà, bien évidemment, des communes ou communautés de communes, il y aura comme partenaire le conseil départemental, le conseil régional, tous ont donné leur accord pour participer à ces contrats de ruralité, mais participer à ces contrats de ruralité, ça veut dire aussi pour eux apporter des financements, et en plus même, puisque j'ai ici les 3 présidents de chambre, les chambres consulaires, on en a longuement parlé, le président Julier m'avait demandé que je confirme le fait qu'elles puissent être associées à ces contrats de ruralité, c'est le cas. Donc, vous avez quand même tout un dispositif, j'y reviens pas, d'aide à l'investissement, qui est très important. Je reviens pas sur les 25 millions de travaux qui ont été induits d'euros qui ont été ministères me le disent. 2, le FSIL va être augmenté. Et 3, il y aura de l'argent supplémentaire pour les contrats de ruralité que je viens de développer. Les contrats de ruralité, je m'emploie à faire en sorte que il y en ait au moins 3 en Lozère avant la fin du premier trimestre de cette année, donc ça va très vite. Pareil, puisque on a décidé avec les élus, lors de la commission des élus de la DETR, que ce serait vraisemblablement calqué sur les anciens GAL. Donc, groupe d'action locaux. En gros, il y aura donc Terre de Vie qui est autour de Mende et au nord-est, Madame la Présidente de Mende. Et puis tout l'ouest, c'est le contrat de ruralité du Gévaudan. Et enfin, dans le sud, un contrat de ruralité Causse et Cévennes. Voilà, donc je crois qu'on a là des outils importants pour remédier à ce qui fait l'objet de notre débat de ce matin, c'est-à-dire la baisse de la démographie, parce que là, c'est quand même beaucoup d'argent injecté, comme ça n'a jamais été le cas auparavant. Et puis, ça, en effet, ça nécessite l'implication de tous, ce qui est toujours très important, qui est un partenariat complet entre l'État, les collectivités territoriales et les chambres consulaires. Je voudrais dire 2 points. On a parlé des campings ou des hôtels. On peut aussi parler des hôtels. Ce qui manque à ce département, il faudra quand même bien un jour. Alors c'est pas l'histoire qu'on peut pas faire parce qu'il y a telle ou telle zone, peu importe. Ce qui manque, c'est la volonté d'aller plus loin. Quand on lit les rapports du comité régional ou comité départemental du tourisme, on se rend compte qu'on manque malheureusement on a par exemple aucun hôtel 4 étoiles dans ce département, aucun. On a les campings, on n'a aucun camping haut de gamme. Alors il ne s'agit pas de dire le haut de gamme, etc., mais vous attirez quand même les gens, y compris en tourisme. Là, c'est pas eux qui vont s'installer forcément en Lozère, mais l'attractivité, elle est générale. Donc quand vous saurez faire en sorte qu'il y ait des hôtels qui soient beaucoup plus accueillants, enfin, il faut monter en gamme. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Et quand on aura compris ça, on avancera.
Patrick ? Quelques précisions, tu as parlé de Grand Rieu, donc il faut citer les chiffres parce que les pourcentages, c'est vrai, dans ton département, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc il y avait 759 habitants à Grand Rieu en 2013, il y en a 750 en 2014, donc on voit une perte de 9. C'est pas la commune qui... je pense qu'il y a d'autres communes qui voudraient avoir, de tels chiffres. Voilà. Et au niveau des ZRR, pour que tout le monde puisse bien comprendre, c'est un dispositif, alors, schématiquement, c'est un dispositif de l'État qui permet aux entreprises ou aux associations, je pense bien évidemment au Clos du Nid qui est le plus concerné, de baisser les charges sur les salaires, et donc ça permet bien sûr aux associations, en particulier au Clos du Nid, d'être moins impactées quand il faut payer ces charges au niveau des salaires des employés. On sait que le Clos du Nid, c'est le premier employeur du département, alors je ne sais pas si on peut le mettre dans le privé, mais en tout cas c'est un des plus gros employeurs du département. Voilà, donc on peut aborder maintenant le sujet de l'accueil, la politique d'accueil des nouvelles populations dans ce département. Alors on sait que le conseil départemental a en charge ce travail-là. Alors on n'est pas là bien sûr pour dire tel a fait bien ou tel a fait moins bien, mais on voit que cette politique, quel que soit le côté, qu'on soit de droite ou de gauche, elle est en place. Jean-Paul Porquier avait développé cette politique. Sophie Pantel poursuit et même augmente cette politique d'accueil de nouvelles populations. Donc la question est simple, il y a tout un tas de dispositifs multiples et variés. Donc est-ce que ça marche? Est-ce que vous, par exemple, Florence Vignal, au niveau des artisans, est-ce que vous ressentez justement le positif dans cette politique d'accueil de nouvelles populations? Parce que c'est que une nouvelle population, ça peut être bien sûr des retraités, un projet de vie, on a travaillé toute sa vie à Paris, on vient passer sa retraite en Lozère, ça existe, mais il y a aussi le projet, on travaille par exemple dans une grande ville et on décide de venir s'installer à la campagne. Il y a 100 000 Français qui chaque année font ce choix-là, de quitter les villes pour s'installer à la campagne. Alors est-ce que nos dispositifs sont efficaces pour accueillir ce genre de population? On pense à des artisans, qui peuvent être artisans par exemple à Lyon ou à Marseille, qui décident de venir s'installer dans notre département. Est-ce que c'est du positif, cette politique? Moi, je pense que de toute façon, toutes les mesures engagées à partir du moment où elles sont engagées, sont positives. Maintenant, quant à mesurer leur efficacité, je pense que c'est vraiment sur le long terme qu'on pourra la quantifier. Après, l'attractivité, oui, des nouvelles populations, oui, mais encore une fois, ces nouvelles populations veulent venir en Lozère pour le cadre de vie, mais elles veulent aussi un service suffisant, elles veulent un confort suffisant, elles aiment venir en Lozère, il n'y a pas de souci, mais souvent pour y passer 3 ou 4 mois, et après on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui repartent après le premier hiver. Bon, ça c'est un facteur, et ensuite on voit que ces nouvelles populations se fixent principalement sur les bourgs-centres, mais pas nécessairement sur les cantons les secteurs les plus reculés. Donc je pense que tout ça c'est lié. Il faut mener ces politiques d'attractivité, mais en même temps, et là je rejoins ce qu'a dit tout le monde, la diminution du nombre de fonctionnaires, notamment dans les services publics de proximité, a eu un impact fort sur la démographie, même si elle est mesurée à certains endroits plus qu'à d'autres. Mais enfin, ce sont aussi des consommateurs, ce sont des gens qui résident, qui vivent, et ces services-là, qui sont un petit peu amoindris à présent, font aussi en sorte que les gens ne se fixent pas dans ces territoires les plus reculés. Donc je pense que la politique d'attractivité telle qu'elle est menée, il faudra qu'elle soit menée de façon différenciée entre l'accueil sur les bourgs-centres et l'accueil dans les territoires beaucoup plus ruraux. Et peut-être des mesures supplémentaires pour fixer des populations dans le milieu hyper rural. Ouais, moi je voudrais revenir sur ce que dit Florence. Effectivement, moi, liberté, égalité, fraternité, pour moi ça veut dire quelque chose. Et il me semble qu'en Lozère, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux parce que moi, je vous parle tout à fait sereinement, mais chez moi, j'ai pas Internet, j'ai pas la DSL. On est en 2017, je peux pas vivre la même vie que 99% des Français, parce que je n'ai pas Internet chez moi. Voilà. Donc il y a des solutions, mais elles sont alternatives, elles sont pas aussi efficaces. Moi je crois qu'il y a 2 sujets très importants pour pouvoir développer la Lozère.
c'est l'accès au numérique, est très très important aujourd'hui, que ce soit pour les enfants, pour les travailleurs, etc. Et le réseau routier. Le réseau routier, on n'en a pas encore parlé, mais la nationale 88, alors peut-être qu'on parle d'un sujet qu'on en a trop parlé ou qu'on n'a jamais assez fait de choses là-dessus, mais enfin, il me semble important. Et quand on voit vos cartes, quand on voit les chiffres de la démographie en Lozère, on voit très bien que la 75 a attiré des populations. Alors effectivement, si c'est pas Saint-Chély, c'est à la Garde, si c'est pas Marvejols, c'est à côté, mais enfin, le long de cet axe, à quelques kilomètres, les populations sont venues. Moi, je crois qu'on aurait réglé de façon très importante le problème de la Lozère si on faisait enfin une nationale 88 avec un accès beaucoup plus important. On sait qu'elle coûte très cher, parce que les chiffres on les connaît. Pourquoi elle ne s'est pas fait la nationale 88? Parce qu'elle coûte très cher si on la met en autoroute et parce qu'il y a moins de voitures qui passent qu'ailleurs. C'est pour ça qu'elle n'a pas été faite. Mais à un moment, l'équilibre et l'égalité des citoyens, ils passent aussi par là, par les réseaux de communication, que ce soit Internet. Alors je ne vous parle pas du ferroviaire. Il y a un moment, le ferroviaire, chez nous, c'est pratiquement inexistant. Quand on voit le temps qu'il faut pour monter à Paris avec le Sevenol, enfin, je crois que c'est obsolète. Donc il y a un moment, il faut qu'on sache développer, soit on va d'un côté, soit on va de l'autre. Effectivement, si on peut avoir un TGV plus la nationale 88, tant mieux, mais en étant tout à fait un peu plus réaliste, je crois que la nationale 88, c'est vraiment un élément important. Et l'accès au numérique, la fibre optique, mais au moins la DSL, encore aujourd'hui, on a des lacunes très importantes. Pour rebondir, juste 2 minutes si vous permettez, sur ce que dit Julien et que je partage à 200%, je pense qu'il est nécessaire pour les territoires ruraux et en particulier à la Lozère, puisque c'est ici le sujet, d'arrêter au niveau de l'État, excusez-moi monsieur le préfet, cette culture du chiffre, du nombre, où on quantifie systématiquement le passage sur une route. On sait qu'il y a des mesures de type péréquation, comme dans nos établissements consulaires. On sait que l'État en tient compte globalement, mais c'est pas suffisant. On peut pas s'excuser indéfiniment de vivre ici, on peut pas s'excuser de ne pas être assez nombreux. On sait qu'on coûte cher, on sait que maintenir un service public ici, ça coûte très cher. Si, parce qu'on... Si, dans la mesure où, effectivement, on quantifie un passage sur une route... et elle rien du tout, je vais y revenir sur la RN 88, c'est pas ça l'objet. D'ailleurs, M. Tuffieri a raison. Simplement, il y a un programme, il est connu. J'ai fait une réunion récemment avec les élus. Madame Pantel avait fait adopter... par son conseil départemental et l'ensemble des élus de la Lozère des dispositifs et des dispositions que j'ai prises en compte. Donc évidemment, ce que vous dites, Monsieur Tuffieri, est exact. Simplement, ça coûtait 3 milliards si on avait fait 2 fois 2 voies sur la RN 88. Et d'ailleurs, c'était des promesses qui remontent à 2007. Donc voilà. Ceci dit, vous avez également raison quand vous dites que vous montrez que la A75, c'est une grande attractivité, y compris pour le monde économique, bien évidemment, puisque c'est pas un hasard si Saint-Chély augmente un peu. Enfin, on voit bien que l'axe de la A75 permet le développement de ce département. Moi, je regrette une chose, j'étais pas là. Ça aurait été aussi bien que la A75 à l'époque passe à Mende, ce qui évidemment ne fut malheureusement pas le cas. Donc voilà. Alors après, sur la RN 88, je rappelle quand même que dans le cadre du dernier contrat de plan, il y a eu 30 millions d'euros de l'État qui vont permettre ce qu'on appelle le contournement ouest de Mende. Il y a 4 millions d'euros d'études qui viennent d'être mises en œuvre pour décider de l'itinéraire pour la déviation de Langogne. Donc sur ce contrat de plan, à l'époque, on n'est pas resté inactif, et dans le cas de ce qu'on appelle la clause de revoyure de ce contrat de plan, avant de passer au contrat de plan suivant, qui lui, par exemple, va mettre en œuvre vraisemblablement le contournement est de Mende, il y a quand même des efforts qui sont faits, et puis évidemment, une fois qu'on aura défini le tracé de la déviation de Langogne, il faudra le mettre en œuvre avec des crédits nouveaux, mais en tout état de cause, dans le cadre des modifications du contrat de plan en cours, on a récupéré 2 millions d'euros, 1 million de l'État et 1 million de la région pour la RN 88, pour améliorer les choses, donc sur le tracé entre la A75 et Langogne, et vraisemblablement plutôt entre la A75 et Mende, notamment au niveau par exemple du col de Vielbouc. Bon, donc ces choses avancent, il ne faut pas non plus voir que tout ça est totalement inerte, pas du tout le cas. Sur le numérique, là vous avez tous les deux raison, Madame Vignal et Monsieur Tuffieri, puisque c'est essentiel d'abord pour ceux que vous représentez, c'est-à-dire les artisans et les agriculteurs.
Je rappelle quand même que le conseil départemental vient d'annoncer un plan de développement du numérique que nous avons obtenu, qu'il a mis en œuvre les assises nationales du numérique avec la présence de la secrétaire d'État Axel Lemaire il n'y a pas si longtemps, et qu'il y a là un développement important qui va coûter d'ailleurs très cher, mais le conseil départemental investit dans cela parce que c'est l'avenir essentiel pour la Lozère et c'est sûrement une des conditions pour que sa démographie reparte. Et ce plan numérique est en plus largement subventionné par l'État. Donc puisque on a un organisme d'État qui s'appelle l'Agence du numérique. Quand il y a eu ce colloque, le directeur général de l'Agence du numérique était présent à Mende. Donc voilà, et il y a quand même, c'est pour ça que moi je suis optimiste, tous ces facteurs de développement. J'ai parlé tout à l'heure des contrats de ruralité dans un autre axe de débat. Je viens de développer ce qui peut se passer sur la RN 88. On peut toujours faire mieux, faire plus, mais enfin, on fait des choses. Et puis le numérique, évidemment, on en attend beaucoup. Et je crois que le plan qui a été mis en œuvre ou qui va être mis en œuvre par le conseil départemental, je répète, largement subventionné par l'État, est de nature, là encore, à aider la Lozère dans son développement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Lozère. Moi, je répète, il faut mettre aussi, c'est toujours l'histoire des trains qui arrivent ou pas à l'heure. Simplement, il faut aussi mettre les réussites en exergue. Et il y a beaucoup d'atouts et il faut les développer. C'est aussi l'accueil de nouvelles entreprises. Alors, il y a une agence spécifique sur ce sujet au conseil départemental, c'est Lozère Développement. Alors, c'est vrai, il y a des succès, des entreprises qui s'installent. Bon, on les cite régulièrement dans nos journaux. Il y a bien sûr des conférences de presse qui sont organisées pour justement faire ce bilan. Mais bon, quand même, quand on écoute aussi nos élus, chacun et tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même très compliqué. Hein. Et j'ai quand même en mémoire le dernier conseil municipal de Mende où Laurent Suot n'a pas caché que c'était vraiment très compliqué. Il est aussi vice-président du conseil départemental, donc il a cette vision à la fois de la préfecture et du département. Et il n'a pas caché que c'était quand même très compliqué, non seulement d'attirer des entreprises, mais aussi de permettre aux entreprises qui se développent et qui sont à l'étroit dans leurs locaux ou dans leur territoire, d'avoir des terrains plus grands pour pouvoir se développer. Alors ce constat, vous le faites vous aussi assez régulièrement. Patrick, vous faites tout pour nous faire mal. Nous avions une agence de développement qui fonctionnait très bien, avec les présidents successifs de conseil général départemental. Aujourd'hui, le développement économique, il va être confié à une agence de développement régionale dans laquelle les consulaires n'y seront plus. Si on peut préciser pour nos auditeurs, c'est vrai que la compétence économique va quitter le conseil départemental et donc vous avez répondu, devenir maintenant une vous avez compétence répondu, ce qui veut dire que nous avons vocation à mourir. On peut passer au sujet suivant. Moi, je souhaiterais répondre à votre première question, parce que je veux des solutions, sur l'attractivité. Je ne suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit et aucun des trois intervenants. J'estime qu'on ne peut pas être, s'agissant du nombre de fonctionnaires, jacobin quand on est à Paris et girondin quand on est ici en Lozère. On peut pas vouloir dire que l'État doit dégraisser le mammouth, maigrir, etc. et en Lozère vouloir garder son nombre de fonctionnaires. Je ne crois pas non plus que la Lozère se sauvera en ayant comme politique le maintien de son nombre de fonctionnaires. Moi je pense qu'il faut au contraire. Et je suis toujours chez l'entreprise, je ne parlerai jamais que comme ça. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on développe les conditions pour accueillir des entreprises. Je reviens à votre question, Patrick. À mon sens, si on veut gagner l'attractivité, il y a des choses qu'il faut connaître. Nous avons le revenu le plus bas de France. Et il est vraiment significativement, par rapport aux autres départements les plus proches, et je veux citer la Creuse, 120 000 habitants, vous voyez l'écart qu'il y a entre nous et le second. Les Hautes-Alpes, 140 000, Belfort, 145 000 et le Cantal, 150 000. Nous avons un écart phénoménal de revenus. Nous avons aujourd'hui une fiscalité locale incompatible avec nos revenus. Et les auditeurs qui nous écoutent, je les interpelle. Je leur dis, aujourd'hui, nous devons militer pour une baisse globale et générale de la fiscalité locale. Il est anormal que l'État cherche à faire des économies, baisse les DGF pour contraindre les collectivités à se réformer, à optimiser ses dépenses de fonctionnement
et que nos élus locaux continuent à appuyer sur le bouton de la fiscalité. Notre fiscalité n'a de cesse d'augmenter. C'est fini, le bouton rouge, augmentation, ne va plus fonctionner. Parce que quand vous êtes en mode réduction de population, il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, nous, dans les entreprises, nous avons une logique de productivité pour que nous puissions avoir accès à nos marchés, que nous répondions avec compétitivité à des marchés publics, à des marchés qui sont devant nous. Les collectivités, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, demain, elles vont faire la même chose. Je l'ai dit lors des vœux, je vais le marteler toute l'année. Nous attendons aujourd'hui... Alors, on ne va pas être très, très exigeant, mais au moins qu'on nous donne confiance, qu'on montre que dans ce département, à la ville demande, on commence par baisser les impôts, ne serait-ce que des 0,5, on ne demande pas grand-chose. Mais déjà, si on montre le sens et que c'est durable, on va donner confiance à des entreprises de venir en Lozère. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, et sous le contrôle de Florence, nous loupons des transferts, des reprises d'activité à cause de l'impôt foncier. Je suis en mesure de vous dire qu'il y a une entreprise que je n'ai pas réussi à céder ici à Mende parce que l'impôt foncier était de 6 700 €. Je suis désolé, mais ça c'est une réalité. Il est impossible de transmettre un hôtel traditionnel familial. Parce que vous avez une donnée qui est super importante, c'est quelles sont toutes les fiscalités locales. Vous avez des taxes foncières qui sont énormes. Revenons au particulier qui a investi à Valcroze, qui a investi aux Branchettes à Saint-Chély, qui a investi aux Grèzes à Florac. Le couple, 1300 x 2, 2600 €, 3000 € de revenus. Vous avez 2 années de taxes foncières quasi exonérées. On fait comment? Moi, je connais des gens qui n'y arrivent pas. Nous avons aussi une population senior, ce qu'on appelle maintenant la silver economy, qui n'a plus les revenus d'avant et qui aujourd'hui nous quitte. Il faut aujourd'hui prendre conscience du fait que nous avons également des maisons de retraite qui ne sont pas remplies. Il y en a une par canton. Hein. Oui, mais avant il fallait faire la queue. Aujourd'hui, on cherche du monde. Ce qui veut dire qu'on a une vraie problématique. Sur la fiscalité, j'y reviens. Je ne serai pas très exigeant sur les cantons, mais je serai exigeant sur le fait que le sens doit être donné. Et nous avons fait fuir, depuis maintenant trop de temps, l'investisseur dans le locatif lozérien. Regardez-vous, regardons-nous. Qui aujourd'hui investit dans un T2, un T3, un immeuble, une villa, ici dans le département? Le logement social occupe à peu près tout. On s'est trompé. Je pense qu'il faut réfléchir avec les consulaires sur les manières de se développer. Quant à la 88, monsieur le préfet, des préfets j'en ai connu 10, tous nous ont menti. La 88, c'est 0 € d'investissement depuis 1993. Donc, j'ai même pas envie d'en parler. Bien évidemment, je rejoins Julien. Les 30 millions, sur le fait pas. Je veux les voir sur le terrain. Il n'y a pas eu, alors qu'en Aveyron, c'est une réalité. C'est une réalité. Il n'y a jamais eu un investissement physique, matériel, un seul coup de pioche dans le département depuis 1993. Vous êtes un élu consulaire, vous n'êtes pas un porte-parole politique, monsieur le président. Je ne suis pas un procureur non plus, mais je suis... Non, un porte-parole politique, j'ai dit. Mais vous non plus. Non, moi je suis le préfet, je défends l'État et ce que fait l'État dans ce département. Le gouvernement, j'ai compris que vous soutenez ces mesures. C'est normal, vous êtes payé pour ça. Mais il n'en demeure pas moins. Soyez un peu plus respectueux, s'il vous plaît. Notamment vis-à-vis de mes prédécesseurs et même vis-à-vis de moi. Vous ne le partagez pas, mais le constat, ce sont les auditeurs qui le partagent. Alors sur la taxation par les collectivités territoriales, l'État n'a pas maîtrise. Alors, sauf que je vois très bien par où vous voulez y venir, je vais vous répondre. L'État fait des efforts. Oui. Il fait faire des efforts. Oui, il fait faire, soi-disant, oui. Simplement, vous visez la baisse des dotations de l'État aux communes, sauf qu'en Lozère, elle n'a atteint que 4,25%, ce qui est quand même assez peu, et que ça a été largement compensé par l'ensemble des crédits DETR, FSIL, et bientôt contrat de ruralité que j'ai développé. Donc arrêtons avec cet argument pour la Lozère. Ça a touché évidemment sûrement plus d'autres départements, mais pour la Lozère ce n'est pas vraiment un argument. Voilà, donc sur ce point, je crois. Alors moi, je voudrais quand même dire des choses sur l'attraction pour les entreprises. Un jour, moi, je peux au moins me targuer d'avoir fait venir une entreprise, à savoir Lactalis au Masgros, parce qu'ils avaient des grosses difficultés dans l'Aveyron où ils étaient toujours inondés.
on leur a pas proposé de terrain dans l'Aveyron et avec mes services, on leur a proposé des conditions d'installation au Masgros qui leur ont convenu totalement puisqu'ils se sont installés. Et ça a amené 100 emplois en Lozère. Donc je pense que ce qu'on a fait pour Lactalis au Masgros, on peut le faire et le refaire pour d'autres entreprises. Je ne doute pas que la Chambre de commerce s'y emploie. Julien. Ouais, moi j'aimerais, alors tout à l'heure Thierry Julier parlait de l'environnement qui est préservé en Lozère. Je crois que c'est important à signaler. Dans les points positifs de la Lozère et qui ne sont pas reconnus aujourd'hui. Aujourd'hui on dit l'écologie est un enjeu majeur. Ce sera un enjeu majeur des élections présidentielles et législatives. Il y a des partis politiques qui sont explicitement dédiés à cette activité-là, à la défense de l'environnement. La Lozère est reconnue par tous comme le département le plus sain de France parce que les industries ne rejettent pas de pollution, parce que les agriculteurs n'utilisent pas de produits phytosanitaires, etc. C'est un atout, donc pour attirer... c'est un atout. On a 38% de Natura 2000, on a des parcs nationaux, des parcs régionaux, etc., etc. Aujourd'hui, quelles sont les retombées économiques? Comment fait-on pour redistribuer ce bienfait des Lozériens, ce bienfait de la nature lozérienne sur l'économie? Quels sont les points positifs d'une commune qui est extrêmement verte? Voilà, c'est ça la question. Il y a un moment, il faut qu'on arrête de regarder le nombre d'habitants. Dis-nous. Il y en a zéro. Donc, non mais voilà, il y a zéro. Donc aujourd'hui, quand on dit c'est super la Lozère, il fait beau, c'est très bien préservé, etc. Mais économiquement, ça n'a aucune retombée ni pour les communes, ni pour les collectivités, ni pour les agriculteurs, ni pour personne. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Au-delà de ça, moi j'aimerais revenir sur un point précis, c'est les dotations aux communes. Effectivement, monsieur le préfet, alors moi je ne suis pas dans les chiffres exacts de savoir si les communes ont une baisse de dotation, etc. Moi ce que je sais, c'est que l'année dernière, 4,27%. Je suis conseiller municipal du comme je joue la transparence, ça a été plus fort sur les communautés de communes. Eh bien, qui avait 20 km de route communale pour moins de 100 habitants, eh bien, avec le budget qu'on a, quand on a refait le petit morceau de route qu'on doit refaire, il reste plus rien, il reste rien plus, et c'est vrai que pour développer l'économie, c'est compliqué. Oui, mais alors c'est ça... le ressenti d'élu municipal du tout petit. Parce que le problème de la Lozère, ce qui n'allait pas, et ces choses sont on est en train d'y remédier tous ensemble. Ce qui n'allait pas, c'est que vous aviez trop de communes, trop de petites communes, 185, avec en plus 2000 hameaux. Vous aviez 23 communautés de communes quand j'ai pris mes fonctions, désormais il y en aura 10. Enfin, tout ceci n'était pas de nature à favoriser, bien évidemment. Vous le dites d'ailleurs, vous venez de dire on n'avait pas les moyens de refaire, etc. Donc c'est ça la réalité. Il fallait que ces structures soient beaucoup plus fortes pour pouvoir investir davantage. C'est ce qui va se faire avec la diminution des communes, puisqu'on a créé les élus. Moi, je signe l'arrêté préfectoral qui les fonde. Mais c'est la négociation entre les élus. 14 communes nouvelles, c'est très important, qui ont permis de diminuer le nombre des communes en Lozère de 185 à 158. Et puis, donc, je répète, 10 communautés de communes au lieu de 23. Voilà, donc à partir de là, je pense qu'elles seront plus fortes, les communes et les communautés de communes, pour, sans parler donc des PETR, là, dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cadre des contrats de ruralité, elles seront plus fortes pour affronter et permettre à la Lozère de se développer. Ce débat va se conclure, on va faire un tour de table, Patrick, voilà. Et on va terminer avec une note d'optimisme. On est à peu près à 1 heure de débat, donc on va arrêter. Ce que je propose, c'est chacun des intervenants de dire une idée qui, pour chacun, l'idée phare qui permettrait justement d'enrayer. On n'est pas dans les primaires de qui que ce soit. Qui permettrait d'enrayer ce déclin démographique. Voilà, l'idée qui vous vient en premier, que vous souhaiteriez qu'elle soit appliquée immédiatement. Florence Vignal. Oui. Alors moi je reviens sur le sujet du numérique, puisque j'avais rencontré Axel Lemaire en présence de monsieur le préfet à l'époque. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, parce que c'est un sujet transversal qui touche à la fois les entreprises, à la fois la population, les collectivités, absolument tout le monde. Donc là il est nécessaire que les politiques se mettent en œuvre, et c'est une très bonne nouvelle que celles qui sont en train de voir le jour localement. Il faut impérativement qu'il y ait aussi une énorme pression au niveau des opérateurs de réseau qui se targuent de couvrir un pourcentage de territoire. Je reviens à ma culture du chiffre, d'un pourcentage de la population, mais justement non, il faudrait que ce soit 99% du territoire et 100% même au-delà, et là ce sera un véritable vecteur à la fois d'attractivité et à la fois de développement de l'économie. Je pense que là déjà on aura un bon point là-dessus. Julien Tuffery.
Mais moi je dis qu'il faut qu'on passe des paroles aux actes, et si on veut des territoires ruraux vivants, il faut une politique tout à fait positive, que ce soit envers les collectivités ou les entreprises. Mon idée principale, c'est la suivante: dans une commune, dans une collectivité, dans un département, moins il y a d'habitants et plus on l'aide. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on aide les entreprises et les collectivités inversement proportionnellement à la population qui est à l'intérieur d'elles. Et je peux vous dire que ça, c'est une politique qui fonctionnera parce qu'elle répond à 3 objectifs. Le premier objectif écologique, puisqu'on répartit mieux la population. Deuxième objectif économique, puisqu'on développe l'économie. Et le troisième objectif environnemental, parce que quand si on distribue mieux la population, on polluera moins. Et puis je ne parle pas des objectifs sociaux, sécurité des Français, etc. Ça, c'est une vraie politique, et si elle était mise en œuvre, c'est simple et ça serait efficace, je suis sûr. Thierry Julier, décidément, aujourd'hui. Oui, je pense que la politique d'attractivité est indispensable, celle du département est louable et je la soutiens. Je pense qu'elle ne suffira pas. Nous avons le meilleur protecteur qui est l'État et qui doit aujourd'hui, par quelques petites législations, donner le coup de pouce qui doit nous permettre de regagner de la population, parce que nous avons atteint des seuils qui m'inquiètent sur l'avenir même de la Lozère. Il arrive un moment où il y a même des gens qui se posent la question d'une partition dans 20 ans, dans 30 ans, j'en sais rien. Donc aujourd'hui, ZRR, on passe en mode ZFR, voilà la proposition que je fais. Je souhaite aussi qu'il y ait des quotas de ruralité dans l'implantation d'entreprises, parce qu'il y a des grandes entreprises qui aujourd'hui sont pour toutes à peu près parisiennes, etc., qui n'ont aucun regard sur la ruralité, et nous pouvons capter, des parts de marché venant de ces grandes entreprises. Je pense également que de la part de l'État, nous avons besoin de protection, parce que l'ubérisation, elle est là. Airbnb, là, c'est une naissance, qui prend une importance très, très forte. Nous avons aussi des déréglementations sur l'accès à certains métiers, et je pense que notamment sur les artisans, quand on assouplit des règles d'installation pour des coiffeurs, des garagistes, des boulangers ou des maçons, c'est l'accès à des métiers, et puis c'est aussi l'auto-entreprise qui aujourd'hui est rentrée dans le marché. C'est des conditions de concurrence qui sont déloyales. Donc aujourd'hui, il faudra aussi de la réglementation un petit peu. Nous en avons besoin, et c'est là où nous avons vraiment besoin de l'État. Donc département, État sont des partenaires. Et dernier point, j'insiste sur la fiscalité locale. Et ça, c'est notre dernier partenaire, les collectivités, qui aujourd'hui doivent passer en mode maîtrise des dépenses publiques, politique d'investissement très forte. Et nous avons un appui fort, les consulaires, à donner ce qu'on appelle les EPCI vulgairement, mais ce sont les communautés de communes nouvelles, pour qu'elles nous aident aussi. Écoutez, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai indiqué. Je crois qu'on a tracé les pistes pour que la Lozère se développe à nouveau et se redresse. Il y a de l'espoir. Moi, je suis très, très optimiste. Je l'ai déjà dit. Je retiendrai tout ce que j'ai indiqué sur les crédits qu'injecte l'État, parce que quand l'un ou l'autre parle de... Ce qui est intéressant en Lozère, d'ailleurs, c'est qu'il y a une forte demande d'État. Donc, le préfet que je suis ne va pas s'en plaindre. À partir de là, il joue un rôle important. Simplement, donc, la mise en œuvre des contrats de ruralité dont j'ai parlé était essentielle, et j'observe que M. Tuffery, par exemple, l'indique également. Je soutiens également ce qu'a dit Florence Vignal sur le numérique. Je l'ai développé. Il y a un programme jusqu'en 2020 qui va démarrer. Je répète, mise en œuvre par le conseil départemental avec des subventions fortes de l'État. Voilà, enfin, moi je considère que avec la DETR, le FSIL et les contrats de ruralité, nous avons tous les éléments pour influer, injecter de l'argent en Lozère de manière à ce qu'elle se développe. Plus la réforme territoriale qui a été mise en œuvre, notamment sur la création des communes nouvelles et des 10 communautés de communes qui vont leur permettre d'avoir des ambitions beaucoup plus importantes. Voilà, je crois qu'on a là, sans parler donc, je les ai développés tout à l'heure, de tous les programmes sociaux au sens développement du logement, parce qu'il faut aussi loger. Si nous avons des personnes qui viennent s'installer en Lozère, il faut répondre à tout cela. Je crois qu'on tient les deux bouts de la chaîne, et à partir de là, je répète, moi je suis optimiste pour l'avenir de ce département qui, en tout état de cause, le mérite totalement. Merci Monsieur le Préfet, merci Florence Vignal, merci
Julien, merci Thierry d'avoir participé à ce débat et puis aux journalistes également, Patrick Biancode et Michel Molling.